Ils redoutaient l'ostentation de l'opulence, mais un visiteur a décrit leur propriété comme l'endroit que Dieu aurait bâti s'il en avait eu les moyens. Ils ont amassé une fortune qui indigna cette nation démocratique, puis l'ont redistribuée en remodelant l'Amérique. Ils furent ce qui se rapprocha le plus d'une famille royale dans ce pays. Mais les Rockefeller fuyaient la publicité, à l'abri des murs de leur majestueuse demeure de Pocantico dans l'État de New York. Étant enfant, je m'en souviens comme d'un endroit paradisiaque, empli de sérénité et de beauté. Mais en grandissant, nombre d'entre nous ont commencé à considérer Pocantico comme une sorte de prison qui nous isolait du monde réel. La famille fut tourmentée par la polémique entourant John D. Rockefeller, le roi de la Standard Oil. Considéré comme un prédateur impitoyable et le mal incarné, il a bâti un empire industriel et s'est constitué une fortune personnelle d'une ampleur sans précédent. Le lourd fardeau des Rockefeller est la gestion de leur immense fortune. Cette richesse qui croît jour après jour de manière incontrôlable. Ils doivent aussi assumer l'aspect moral de cette opulence. Comment la contrôler? Comment se contrôler? Dans l'histoire familiale, John D. Rockefeller Jr. se voit attribuer un rôle presque impossible à tenir. C'était le fils de l'homme d'affaires le plus controversé d'Amérique. Il devait trouver un moyen de modifier son image et celle de sa famille, sans pour autant renier ouvertement le père qu'il aimait. Dans sa quête de rédemption et de respectabilité, John D. Jr. élève sa famille au sommet du pouvoir en Amérique. L'un de ses fils brigue le siège suprême, la présidence, et provoque la colère et la furie d'une nouvelle génération. Pendant plus d'un siècle, la fortune et l'influence des Rockefeller ont suscité attention et défiance, et menacé de diviser la famille. Pourquoi vouloir préserver cette puissance? Pourquoi vouer nos vies au maintien de toutes ces institutions créées par la famille? Dans quel but tout cela? Je crois que beaucoup d'entre nous ont réalisé que le but de nos vies était d'associer puissance et bienfaisance. « 9 octobre 1901, le Wild Duck, un yacht à vapeur, quitte Providence dans l'État de Rhode Island. À son bord, l'un des hommes les plus riches d'Amérique, John D. Rockefeller et sa famille. L'embarcation navigue vers une propriété située sur la péninsule de Warwick, sur la côte ouest de la baie de Narragansett. À Pocantico Hills, la propriété familiale sur le fleuve Hudson, les petits-enfants de John D. Rockefeller Sr., le premier milliardaire du monde, vivent dans un univers singulier.
Ce n'est pas une simple propriété. Cet endroit fait 10 fois la taille de Monaco et 5 fois celle de Central Park. C'est un véritable pays dans le pays. C'est leur domaine mythique et leur terre d'origine. En 1945, John Day Jr. fait accrocher les portraits de ses enfants dans le grand salon de la demeure de Pocantico. Il est fier de ses fils qui se sont battus pour leur pays pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est dans l'épreuve de la guerre que les frères sont devenus des hommes, non seulement par leur âge, mais aussi par leur rôle au sein de la famille Rockefeller. C'est lors de la guerre que s'entame la transition entre le contrôle familial de John Jr. et le leur. À la fin de la guerre, impatients de se faire une place, les frères investissent le Rockefeller Center. Ils s'installent au 5600, les bureaux de la famille Rockefeller, qui occupent bientôt 3 étages de la tour principale du complexe. Ils ont véritablement pris d'assaut le 5600. Il leur était impossible de simplement revenir et reprendre les affaires telles qu'ils les avaient laissées pour répondre au bon vouloir de leur père. Ils désiraient apporter du changement, autant qu'ils le pourraient. Et c'est Nelson qui mena la danse. Il était probablement le plus organisé de tous. Comme son grand-père, il était visionnaire et tentait en permanence d'imaginer comment améliorer les choses. Il avançait de nombreuses idées avec une énergie considérable. Dès les années 30, Nelson commence à imposer son rôle de meneur, censé être réservé à son frère John, plus discret. Nommé président du Rockefeller Center, il joue un rôle prépondérant dans son succès commercial. En 1939, il prend la place de sa mère au musée d'art moderne. Pendant la guerre, Nelson fait ses preuves hors de la famille. À Washington, sous la présidence de Franklin Delano Roosevelt, il gère les affaires politiques en temps de guerre avec l'Amérique latine. À la fin d'une tournée, un observateur note « Nelson Rockefeller est capable de toutes les acrobaties sans jamais chuter ». À présent, Nelson défie la domination de son père sur le bureau familial en remplaçant les associés de John Day Jr. par les siens et ses frères. Il y avait là les meilleurs et les plus brillants esprits. La question qui se posait était comment utiliser cette puissance qui parcourait tout le pays comme une énorme charge d'électricité statique. Comment l'exploiter en puisant dedans. Pour illustrer ce nouvel optimisme, Nelson fait moderniser le 5600 dans un style audacieux. Il fait visiter les nouveaux bureaux familiaux à son père et lui lance avec son enthousiasme habituel « Dis-moi papa, n'est-ce pas impressionnant ?» John Day Jr. répond calmement « Nelson, qui essayons-nous d'impressionner ?» Tous les frères sont mariés à présent et ont fondé leur propre famille. Leurs enfants, désignés comme les cousins, envahissent Pocantico, importunant John Day Jr., ravissant Abby et découvrant ce que signifie être un Rockefeller. Étant enfant, je me souviens de Pocantico comme d'un endroit paradisiaque, isolé du reste du monde, empli de sérénité et de beauté, mais aussi comme d'une sorte de prison. Nous y étions coupés de toutes les relations ordinaires avec la population et le monde. Je me souviens avoir été frappé par la présence de gardes armés, accompagnés de chiens qui sillonnaient les propriétés familiales.
Je me souviens aussi avoir lu Le Conte de deux cités de Charles Dickens sur la Révolution française. Je me suis alors imaginé qu'ici, nous vivions un peu comme une famille aristocratique dans un environnement élitiste. Et j'ai commencé à me représenter une foule en colère à l'extérieur, qui était hostile à notre richesse. À l'intérieur de la propriété familiale, on inculque au cousin le code moral strict de John Day Jr. L'autorité de mon grand-père dominait en la matière. Il transmettait à ses 6 enfants et à toute la génération des cousins les valeurs que lui et son père avaient défendues. Très jeune, on nous confiait de l'argent de poche en nous apprenant à reverser 10% de cette somme. Dès le début, notre rapport à l'argent consistait à le donner plutôt qu'à l'obtenir et l'économiser. Je crois me souvenir que nous recevions notre argent de poche le dimanche, de manière très stratégique, avant la messe. On devait donc se séparer d'une partie de cet argent immédiatement après et en tenir la comptabilité. Mais par jeu, mes sœurs et moi tentions de savoir qui serait le plus habile à inventer les dépenses de la semaine précédente. Les livres de comptes qui ont réglé les vies de 3 générations de Rockefeller tombent en désuétude lorsque les cousins atteignent leur majorité. Et le déjeuner avec grand-père reste un rituel à Kaiket. Il avait l'habitude de recevoir toute la famille le dimanche. C'était un moment un peu formel. Nous venions habillés pour la circonstance et jamais en retard. Grand-père s'asseyait en bout de table et il découpait un rôti, comme le ferait un chirurgien. J'observais souvent la vingtaine de convives autour de la grande table et je me demandais s'il réussirait à pourvoir toutes les assiettes. Il découpait de très fines tranches et les servait. Les conversations fusaient. Bien sûr, grand-mère y ajoutait sa bonne humeur. Elle adorait avoir toute sa famille autour d'elle et appréciait toutes les occasions de se réunir. Le 3 avril 1948, après un long séjour hivernal en Arizona, Abby reçoit sa famille à Kaiket. Ma femme, Peggy, notre fils David et moi-même avons passé une bonne partie du week-end seul avec elle. Ce furent des instants délicieux. Et bizarrement, tandis que nous rentrions à New York en voiture, nous l'avons tous deux évoqué comme un moment privilégié. Et nous nous sommes même demandé si nous aurions l'occasion de revivre cela. Abby Aldridge Rockefeller meurt le jour suivant, à 73 ans, d'une crise cardiaque. John Day Jr., dont l'univers tourne autour d'Abby, est inconsolable. Il dit, en insistant pour que l'on incinère sa femme immédiatement, que cette tragédie prenne fin, que cette tragédie prenne fin. Je savais qu'elle lui manquait terriblement. Et nous sommes devenus très proches. Je suis venue passer 2 semaines avec lui le premier été qui a suivi sa mort. Il l'évoquait en disant « Lorsque maman et moi faisions ceci » ou « Je fais cela pour elle », à sa mémoire. Il n'a jamais vraiment dit « Je suis terriblement triste », mais je savais qu'il l'était. Bien que résidant le reste de sa vie à Kaiket, John Day Jr. lègue Pocantico à ses enfants 4 ans après la mort d'Abby. L'année 1952 marque la fin de la transition entre John Day Rockefeller Jr. et ses fils. C'est à partir de ce moment que la génération des frères commence à jouir de la reconnaissance, de la visibilité et du contrôle effectif qui vont leur permettre de réaliser leurs souhaits. Les frères étaient impatients d'obtenir l'argent.
contrairement à leur père, pour qui la fortune était liée à tant de malheurs et porteur de tant de dangers. Ils espéraient maintenant pouvoir utiliser cet argent à des fins personnelles, pour atteindre leurs objectifs professionnels et publics. John Day, troisième du nom, continue à gérer les activités philanthropiques de la famille, mais échappe à l'ombre de son père grâce à son action dans le contrôle des populations et les relations américano-asiatiques. Lawrence, qui a hérité du sens des affaires de son grand-père, innove dans le capital risque. Il investit dans l'aviation, les nouvelles technologies et construit des centres touristiques tropicaux en favorisant la préservation. David, l'intellectuel de la famille, est déjà à 37 ans vice-président de la Chase Bank et devient un chantre de la rénovation urbaine. Même Winthrop s'est découvert un intérêt. En 1952, il se rend en Arkansas pour divorcer de Bobo Sears. Il s'y entiche d'un plateau montagneux nommé Petite Jean et en fait un ranch d'élevage, Winrock Farms. Il exulte. C'est mon œuvre. Elle n'est liée à aucun autre projet de la famille Rockefeller. Nelson, le Rockefeller le plus en vue, est un membre éminent de l'administration de Dwight Eisenhower. À la fois social-libéral et partisan de la guerre froide, Nelson soumet de nombreuses idées au président qui, timoré, les ignore en grande partie. J'ai appris une chose, confie-t-il à un associé quand il quitte Washington. On n'a aucune influence dans le gouvernement si on n'est pas élu. Nelson retourne à New York comme un monarque exilé vient reprendre son trône, écrira un biographe. Lawrence s'écarte pour laisser la présidence du Rockefeller Center à Nelson. John lui restitue à contre-cœur le contrôle du Rockefeller Brothers Fund qui gère les activités philanthropiques des frères. On est en 1956. Les États-Unis sont au fait de leur prestige et les Rockefeller sont la première famille de la nation par la fortune et la puissance. On peut dire que l'ordre établi dans l'Amérique des années 50 était celui des frères Rockefeller. Ces jeunes hommes se sont imposés comme les membres remarquables d'une famille exceptionnelle. Ils incarnaient au mieux cet aspect du XXe siècle américain, l'expérience et l'optimisme qui portaient les États-Unis dans l'après-guerre. De bien des manières, ils étaient au centre du monde des affaires, de la défense de l'environnement et de la vie politique. Ils en étaient la clé de voûte. C'est exactement ce qu'ils désiraient et ils adoraient cela. 50 ans après les attaques cinglantes d'Ida Tarbell contre John D. Rockefeller Sr. dans le McClure's Magazine, le magazine Fortune publie un portrait élogieux de ses petits-enfants. On peut y lire que chaque frère pèse plus de 100 millions de dollars. Mais le magazine insiste plus encore sur l'importance de l'immense empire relationnel qu'ils maîtrisent à eux cinq. Depuis leur quartier général au cœur de Manhattan, leur influence s'étend à toutes les sphères. Au fil des ans, par le biais des activités philanthropiques Rockefeller, les actions caritatives, le soutien aux sciences et leurs entreprises, ils ont développé un réseau qui a étendu ses ramifications dans presque tous les centres décisionnels de ce pays, et même à l'étranger. Cette grande force et cette puissance de la famille dépassaient de loin leur seule fortune. Parfois, ils en plaisantaient. Ils disaient « David tient l'Europe, Nelson s'occupe de l'Amérique latine, et John Day, troisième du nom, gère l'Asie. » Puis ils raillaient Winthrop qui avait décroché l'Arkansas. Cependant, il y avait une part de vérité dans cette blague. Fortune s'extasie sur la diversité et l'excellence des intentions qui singularisent ces jeunes hommes comme la fratrie la plus extraordinaire de sa génération. Lorsque Père a lu cet article, il en a été comblé. Et il nous a écrit cette lettre incroyable. Il l'achevait par ces mots « J'étais connu comme le fils de mon père. Dorénavant, je le serai comme le père de mes fils. » La première de ses enfants lui apporte moins d'occasions de se réjouir.
À 53 ans, 3 fois mariée, Babs continue de se rebeller. Elle refuse de donner de l'argent pour des œuvres caritatives. Junior le sait parce qu'il vérifie ses déclarations d'impôts et il le lui reproche. L'attitude de Babs consiste à dire « Et alors, je fais ce que je veux maintenant ». Babs semble rejeter la mission de service public que s'est assignée la famille. Son frère Nelson s'apprête, lui, à lui donner un nouveau sens. En 1958, Nelson Aldrich Rockefeller brigue le poste de gouverneur de New York, d'où Theodore et Franklin Roosevelt ont amorcé leur accession à la présidence des États-Unis. C'est pour une famille ayant essuyé à maintes reprises la critique publique, une décision périlleuse. Mon arrière-grand-père a été, durant une longue période, attaqué par des journalistes. Et on savait que ce monde était dangereux, imprévisible, et qu'il valait mieux s'en tenir à l'écart et ne pas le provoquer. Je crois que la personnalité très extravertie de Nelson et ses ambitions politiques ont exposé la famille plus qu'elle ne l'avait souhaité jusque-là. Cela a créé des tensions, car si l'un d'entre nous accédait à autant de publicité, il y entraînait tous les autres membres de la famille. Les frères écartent leurs craintes et soutiennent l'entrée en politique de Nelson. Ses frères ont tous collaboré à sa première campagne électorale. John Day, troisième du nom, était un peu réticent. Mais qui était-il vraiment? Il était l'héritier écarté. Il n'avait aucune légitimité politique aux yeux de cette génération. Conscient de leur parcours, ils se demandaient pourquoi ne pas franchir l'étape suivante. Et cette étape les menait à la Maison-Blanche. Dans sa course à la candidature républicaine au poste de gouverneur, Nelson Rockefeller affronte un conservateur, Walter Mahoney. Je me souviens que Walter Mahoney m'a dit dès le début « Il est impossible de prédire l'impact de cette immense fortune sur les résultats. » Il avait mis le doigt sur le nœud du problème, car nous avons découvert que dans la presque totalité des 62 comtés de l'État de New York, le chef de circonscription était le président de la banque locale, ou son avocat, et que toutes ces banques étaient affiliées à la Chase Manhattan. On ne pouvait donc rien contre Rockefeller. Il nous a écrasés sans le moindre problème. Le candidat républicain affronte le gouverneur démocrate sortant, Averell Harriman. Héritier de l'une des plus grosses fortunes des chemins de fer du pays, Harriman possède de quoi se mesurer aux richesses de Rockefeller, mais pas à sa personnalité. Mr. Rockefeller, what's that in the package? I got a wonderful piece of salami. After they got all the pictures in there, I said, well, what I'd come in was to get the salami, not the pictures, so I had to finish my purchase. The chef and the cook gave me some delicious food to eat, gefilte fish with horseradish, and then blinzer with... Il a découvert qu'il adorait véritablement la politique et mener campagne auprès du public. Il aimait discuter avec lui dans la rue et dans les restaurants. Il appréciait toutes ces situations. La réaction du public déclenchait le flux d'adrénaline et il lançait de larges sourires. Il leur tapait dans le dos, serrait les mains et les gratifiait de son célèbre « Salut mon vieux ». Il adorait tout cela. À la fin de la campagne électorale, Rockefeller a parcouru 13 680 km, prononcé plus de 100 discours et dépensé près de 4 millions de dollars, plus que n'importe quel candidat ayant jamais brigué un tel poste.
GOP campaign headquarters in New York City, it's Nelson A. Rockefeller, who is the Empire State's governor-elect. The winner by 560,000 votes over Averell Harriman, seeking a second term. Pour John D. Rockefeller Jr., âgé maintenant de 84 ans, la victoire de Nelson est la récompense de son combat de toujours pour réhabiliter le nom de la famille. À ses yeux, l'élection de Nelson signifiait que le peuple des États-Unis avait complètement accepté les Rockefeller, malgré le passé de la famille. Nelson Rockefeller a accompli ce qu'aucun autre Rockefeller n'avait réussi jusque-là. Il s'est présenté au public et il a gagné la confiance et le vote du peuple. Et c'était aussi important pour lui personnellement que sur le plan politique. Le 11 mai 1960, John D. Rockefeller meurt à 86 ans durant son séjour hivernal à Tucson, en Arizona. Les funérailles ont lieu à New York, dans l'église de Riverside, la cathédrale gothique qu'a fait construire John D. Jr. Au moment de sa mort, John D. Jr., qui a redistribué plus d'1 demi-milliard de dollars, est considéré comme l'un des philanthropes les plus importants du monde. À ses enfants et ses 22 petits-enfants, il laisse un héritage inestimable, un nom qui n'évoque pas la cupidité industrielle, mais le bien-être de l'humanité. Nelson s'empresse de combler le vide suscité par la mort de son père. Moins d'1 an après la disparition de John D. Jr., il emménage à Kaikit, le manoir de Pocantico Hills que son père avait bâti pour son grand-père. Les nombreuses sculptures modernes qu'il ajoute au statut classique de son père et qu'il impose dans les jardins majestueux de son grand-père attestent qu'il est le nouveau maître de Kaikit. En novembre 1962, Nelson Rockefeller est réélu gouverneur de New York avec une majorité écrasante. Gouverneur populaire du plus peuplé des États du pays, Nelson est admirablement bien placé pour obtenir la nomination républicaine pour les présidentielles. À l'approche des élections présidentielles de 1964, les sondages d'opinion lui accordent 17 points d'avance décisifs sur son concurrent direct, le sénateur républicain de l'Arizona, Barry Goldwater. La plupart des observateurs considèrent la nomination de Nelson à la candidature pour les présidentielles comme acquise. Mais dans les mois qui précèdent les primaires républicaines, des rumeurs font état de l'apparition d'une femme dans la vie de Rockefeller. There's a strong rumor around today, Governor, that you are going to announce your personal plans for the future. No comment. When do you expect to be able to comment on this, Governor? No comment. Are we invited? Couldn't identify the questioner. Are we invited? No comment. Le mariage a lieu à Pocantico le 4 mai 1963. La mariée s'appelle Margaretha Happy Murphy. Elle est divorcée depuis peu et mère de 4 enfants. Lawrence organise le mariage. Ni les enfants de Nelson, ni ses autres frères et sœurs n'y assistent. Durant la semaine qui précède, Winthrop est venu de l'Arkansas pour tenter de dissuader Nelson de se marier. Le week-end du mariage, John D., 3e du nom, accueille Todd, l'ex-femme de Nelson, chez lui, à Williamsburg. Je pense qu'il serait inexact de prétendre que cela ne lui a pas créé de problème sur le plan politique ou au sein de la famille. Je crois que sa carrière politique a commencé à décliner à partir de son divorce et de son remariage. My great honor and pleasure to introduce to you someone that some of you have been looking for quite a while, Mrs. Rockefeller.
À ce moment, Nelson agit sans réserve. Il est en pleine ascension, porté par cet irrésistible envol de la famille durant l'après-guerre. Et il est convaincu qu'il peut tout se permettre. Dans ce domaine, le pays vivait une période bien plus conservatrice. On l'avait prévenu que cette décision, en pleine campagne électorale, le mettait sérieusement en danger. Il a préféré persister. Pendant plusieurs semaines, le nom des Rockefeller s'étale en une de la presse nationale. On y reproche à Nelson de briser les foyers. Sa nouvelle femme est accusée d'avoir abandonné ses jeunes enfants. À la fin du mois de mai, son avance sur Goldwater a fondu. Un expert qui, quelques semaines seulement auparavant, était certain de la nomination de Nelson, affirme que ses chances ne valent presque plus un clou. Le 16 juillet, au Cow Palace de San Francisco, Barry Goldwater est élu candidat dès le premier tour. I would remind you that extremism in the defense of liberty is no vice. Son concurrent, Nelson Rockefeller, a droit à 5 minutes pour s'adresser à la Convention. La foule particulièrement hostile à laquelle le gouverneur Nelson Rockefeller tente de s'adresser ce jour-là n'est plus son parti républicain. Un nombre significatif de partisans de la force populiste conservatrice était présent pour la première fois dans une convention républicaine. Ils annonçaient en partie la coalition chrétienne actuelle et ils se rebellaient ouvertement contre le soi-disant parti républicain libéral. During this year, I have crisscrossed this nation, fighting for these principles, fighting to keep the Republican Party the party of all the people, and warning of the extremist threat, its danger to the party. Quelle que soit la durée et la rudesse des huées et des cris, il surveillait son temps de parole et il disait « Je resterai ici jusqu'à la fin de mes 5 minutes ». Ces 5 minutes ont duré un quart d'heure. C'était un moment incroyable. Nelson Rockefeller se dressait courageusement et affrontait les sifflements et les huées de la foule en refusant de céder. Nelson Rockefeller rentre à Cayquet. Au milieu de sa chère collection d'art et de l'affection de sa nouvelle famille. Il reprend sa tâche de gouverneur de l'État de New York. Dépensant l'argent des contribuables aussi librement que s'il lui appartenait, il se lance dans une frénésie de construction qui métamorphose l'État. Des kilomètres et des kilomètres d'autoroutes. Des centaines de stations d'épuration d'eau. 50 nouveaux parcs nationaux. Il adorait les chantiers. C'est pourquoi il a construit cet énorme complexe universitaire. Il a bâti le nouveau Capitole, connu maintenant sous le nom de Nelson A. Rockefeller Empire State Plaza. C'était là quelque chose de concret qu'on pouvait toucher, voir et qui lui survivrait. Tandis que Rockefeller s'absorbe dans la reconstruction de l'État de New York, il semble guéri du virus des présidentielles. Le journaliste Bill Moyers écrit « Je crois Rocky lorsqu'il dit qu'il a perdu son ambition présidentielle. Je crois aussi qu'il se souvient où il l'a rangée.
En août 1968, Nelson Rockefeller se rend à Miami Beach pour tenter de décrocher la nomination républicaine pour la 3e fois. Ses rêves d'accéder à la Maison-Blanche trouveront là une fin de non-recevoir définitive. C'était écrit, c'était mathématiquement impossible. C'était le destin. Il ne serait jamais élu président ou nommé candidat à la présidence parce qu'il était républicain, mais pas le bon type de républicain. Je ne veux pas paraître manquer d'indulgence en disant cela, mais c'était bien le cas. La fin des espérances présidentielles de Nelson prive les petits-enfants de John D. Rockefeller du trophée suprême dans leur ascension au sommet de la société américaine. Mais lorsqu'ils se réunissent à New York afin d'être salués pour leur engagement philanthropique, les frères Rockefeller restent au centre de la vie en Amérique. Des biens immobiliers à Manhattan, au port de pêche au Venezuela, leur emprise est immense et variée. À un moment où richesse et puissance deviennent de plus en plus suspectes en Amérique, la fratrie est dangereusement exposée. John D., 3e du nom, est un spécialiste renommé des affaires asiatiques. Lawrence est un chef de file dans le domaine de la préservation. David, devenu président de la banque Chase Manhattan, est un ambassadeur du capitalisme international. Même Winthrop devient une figure publique. En 1966, il est élu premier gouverneur républicain depuis un siècle de l'Arkansas. Le succès de Windward Farms, son engagement dans le développement de l'Arkansas et son nom en ont fait un candidat qui s'est imposé dans l'État pauvre du Sud. Pour ce Rockefeller moins huppé, le fils prodigue, le vilain petit canard de la famille, cette élection au siège de gouverneur est plus qu'une victoire politique. If I can do something to correct some of these things, then I can get people as mad and excited as I am. Then I feel that my late mother and father would be proud of me. Babs aussi ferait la fierté de son père. Elle rallie l'action philanthropique de ses frères à la mort de John D. Jr. et elle s'implique énormément dans le centre de lutte contre le cancer Sloan Kettering. En 1971, elle fait don du parc Greenacre, une retraite champêtre au cœur de Manhattan. Les 5 frères assistent à l'inauguration du parc. C'est la dernière fois qu'ils sont réunis en public. En février 1973, la famille Rockefeller se rassemble à Petite Jean, dans l'Arkansas, pour les obsèques de Winthrop, mort d'un cancer à l'âge de 61 ans. My memory goes back over the years when we were children. The games, the chores, the roughhouses, the fights, but always in the last analysis, a united family. Winthrop est le premier Rockefeller de la 3e génération à mourir. Babs meurt 3 ans plus tard d'un cancer, elle aussi. Leur décès annonce le début d'une douloureuse transition pour la nouvelle génération. Les cousins considéraient qu'ils ne pouvaient plus se contenter d'être des Rockefeller sans se poser la moindre question. La plupart d'entre nous avaient 20 ans dans les années 60. Nous baignions dans tous ces mouvements sociaux pour les droits civiques, les droits des femmes et les mouvements pacifistes. Or, si on prenait toutes ces démarches sociales au sérieux, ce qui était notre cas à tous, car on nous avait appris à cultiver notre conscience sociale et morale, nous devions nous interroger sur l'histoire de la famille et sur notre propre identité.
Un très grand nombre d'entre eux souhaitaient changer de patronyme. Ils ne voulaient plus être des Rockefeller. Les jeunes femmes de la 4e génération désiraient reprendre les noms de jeunes filles de leur mère. Ils voulaient distribuer l'argent, partir vivre dans des réserves, loger dans des roulottes. Ils voulaient sortir de cette famille. C'était l'époque des étudiants de la gauche radicale. Pour eux, le nom Rockefeller symbolisait l'ordre établi auquel ce mouvement étudiant s'opposait. La participation à un mouvement qui luttait contre ce qu'incarnait mon nom suscitait sans aucun doute une tension. Mais c'était bien mon nom. Il était impossible que je ne me remette pas en cause, et je l'ai fait. C'est Nelson Rockefeller qui transforme l'antipathie qu'éprouvait la gauche pour la famille en fureur. En septembre 1971, il ordonne à 1000 hommes des forces de l'ordre de New York de pénétrer dans la prison d'Attica pour mater une révolte de prisonniers. Pendant 4 longs jours, la nation est pétrifiée par la vision des 1300 prisonniers barricadés dans l'enceinte d'Attica, retenant 38 gardiens en otage. Les insurgés exigent de meilleures conditions de vie et une amnistie générale pour le soulèvement. Le 5e jour du siège, ils rejettent une dernière proposition et menacent de tuer les otages. Le gouverneur, qui suit la crise depuis sa maison de Kaikit, décide d'agir. C'est la révolte carcérale la plus sanglante de l'histoire américaine. La police et la sécurité de la prison tuent 29 prisonniers et 10 otages en moins de 6 minutes. Nelson Rockefeller, l'homme qui a ordonné l'assaut, en est tenu pour responsable. Aucun Rockefeller n'a déclenché une telle hostilité depuis que John D. Rockefeller Jr. a été accusé de meurtre après le massacre de Ludlow en 1914. I have decided not to seek a 5th term as governor of New York. I will resign next Tuesday after 15 years of service to the people of the state. Le 11 décembre 1973, Nelson Rockefeller, las des polémiques, se retire de la vie publique. L'été suivant, alors qu'il est en vacances dans le Maine, l'ancien gouverneur reçoit un coup de téléphone qui va le ramener sous les feux des projecteurs. Le 17 août 1974, 2 semaines après la démission du président Richard Nixon à la suite du scandale du Watergate, le nouveau président Gerald Ford demande à Nelson Rockefeller de devenir son vice-président. La vice-présidence, c'est-à-dire être la roue de secours, était bien la dernière chose au monde que souhaitait Nelson Rockefeller. C'était incompatible avec son tempérament et il voulait être aux commandes. Mais le pays était en pleine crise et comment dire non au président s'il fait appel à vous? Il y avait aussi une autre raison d'ordre pratique. Il avait échoué par 3 fois à devenir le candidat de son parti au présidentiel. Et c'était sa dernière chance de réussite, sa dernière carte à jouer. Nelson se rend à Washington, impatient de se mettre au travail. Il pense que les auditions de la commission d'approbation seront une simple formalité. Il n'en est rien. I have held public office under 6 presidents. I've been elected 4 times and served for 15 years as the governor of the state of New York. I think the record speaks for itself. Au début, les auditions se concentrent sur Nelson Rockefeller. Les arriérés d'impôts dus, les cadeaux personnels faits aux amis et associés, et une opération secrète où Lawrence a financé un livre critiquant l'un des adversaires politiques de Nelson. Mais le sujet qui de loin intéresse le plus le Congrès est l'appartenance de Nelson Rockefeller
à ce qui semble la famille la plus riche d'Amérique. Am I the kind of man who would use his wealth improperly in public office? Or, more generally and more importantly, would my family background somehow limit and blind me so that I would not be able to see and serve the general good of all Americans? Tout tient à cette relation entre argent et pouvoir. Jusqu'à quel point pouvons-nous faire confiance à des individus dotés d'énormes ressources financières pour diriger une société démocratique? La nouvelle gauche évoquait en permanence cette puissance des Rockefeller depuis 5 ou 10 ans, à tel point que l'opinion publique la tenait pour acquise. Lorsqu'il s'est présenté à ces auditions, on s'est dit « Voilà enfin une occasion de mesurer ce pouvoir dissimulé depuis 2 générations et cette puissance financière. » La commission demande à Nelson de révéler non seulement sa propre fortune, mais aussi celle de toute sa famille. Je lui ai dit, gouverneur, c'est une violation caractérisée de votre vie privée. Si vous voulez tout arrêter, c'est l'occasion à saisir pour leur dire « Vous pouvez prendre ce poste et vous le mettre où vous savez. » Et j'ai ajouté « C'est le moment idéal pour quitter la scène. » Il m'a regardé et m'a répondu « Non. Je vais aller jusqu'au bout. » Le New York Times écrit « Depuis que Lady Godiva a parcouru nue les rues de Coventry, nul habitant d'une ville n'a été aussi avide d'apercevoir une chose dissimulée que les gens d'ici, désirant contempler l'ampleur de la fortune des Rockefeller. Les spéculations vont bon train. Les estimations des biens financiers des Rockefeller varient de 5 à 60 milliards de dollars. They do recognize that questions have been raised as to whether the financial holdings of this family, or the manner in which they are managed, present a conflict of interest or an impediment to public Les auditions de Nelson pour la vice-présidence anéantissent le mythe de l'immense fortune des Rockefeller. Sa valeur globale atteint 1,3 milliard de dollars, bien en deçà de ce que le plus conservateur estimait. Cependant, un observateur note « Il n'en résulte pas un défaut de puissance, mais leur pouvoir réside plutôt ailleurs, dans leur lien avec le monde des affaires, de la politique, leurs réseaux internationaux et dans le mythe lié au nom Rockefeller. » The Vice President designate of the United States. Le 19 décembre 1974, Nelson Rockefeller prête serment. Il paie un lourd tribut pour un siège qu'il a un jour qualifié de roue de secours. Certains de ses frères ont été affectés par l'inutile publicité que Nelson faisait à la famille. Ces questions, leur motif et la remise en cause de l'intégrité des membres de la famille et de ses institutions étaient une erreur. Il avait sacrifié la notoriété et la réputation de ses institutions pour sa propre carrière politique. Le mandat de Nelson est pénible et éphémère. En novembre 1975, Gerald Ford prépare sa campagne pour les présidentielles. Il écarte Nelson Rockefeller de sa liste sous la pression de l'aile droite des républicains. I understand all of the reasons why these different things happen. And you get, why burn up energy on getting upset? Il est rentré à New York, n'a plus jamais donné un centime au parti républicain, n'a plus jamais prononcé un discours pour qui que ce soit dans le parti. Le fait qu'il ait tourné le dos à la vie publique me semble marquer un véritable changement de direction. Elle lui importait tant auparavant. Dans sa retraite, Nelson mentionne à l'auteur de ses discours « Le vieux roi », un tableau du peintre français Georges Rouault. Les yeux s'entr'ouvrent à peine. Le menton s'avance, ferme, en un défi antique, aussi lointain qu'une planète perdue. Dans le cas de Nelson, un prince qui a vieilli et n'a jamais hérité du royaume. Nelson retourne dans les bureaux familiaux, espérant à nouveau reprendre les rênes de la famille Rockefeller.
Ses frères ont toujours laissé le champ libre à Nelson. Mais cette fois, John Day, troisième du nom, le frère aîné écarté, le plus sensible à l'exposition de la famille due à l'ambition de Nelson, se dresse pour retrouver enfin sa place dynastique. Ils ont eu de nombreuses disputes lors des réunions de la fratrie. John lui a dit « Il y a très longtemps, tu m'as dit que tu voulais deux choses par-dessus tout. Tu voulais devenir président des États-Unis et tu voulais diriger la famille Rockefeller. Tu as échoué pour ton premier objectif, et si tu ne t'assagis pas, tu échoueras pour le second. » Dès l'été 1977, John et Nelson ne se sont plus adressé la parole. John Day, troisième du nom, et Nelson n'auront plus l'occasion de se réconcilier. John meurt dans un accident de voiture près de chez lui à Pocantico en juillet 1978. Son frère Nelson ne lui survit que 6 mois. Nelson Aldrich Rockefeller est enterré dans la partie nord-ouest de Pocantico, près du golfe où jouait John D. Rockefeller, le fondateur de la Standard Oil et initiateur de l'immense fortune. Près des jardins que j'ignore, le philanthrope qui a sauvé la famille a chéri. Et les sculptures que Nelson lui-même, troisième et dernier seigneur de Kaikit, a si audacieusement installées. Pendant un siècle, les Rockefeller ont été l'une des familles les plus influentes et controversées en Amérique. Trois générations ont laissé leur empreinte dans l'histoire. Il revient à la 4e de la mener vers l'avenir. Pourquoi vouloir préserver cette puissance? Pourquoi vouer nos vies au maintien de toutes ces institutions créées par la famille? Nous avons réalisé que le but de nos vies était d'associer puissance et bienfaisance, et que si nous devions encore travailler ensemble au sein de la famille, l'engagement philanthropique et les vraies valeurs devaient nous guider. Nous reconnaissons tous qu'individuellement, ou même ensemble, nous ne pouvons pas tout faire. Mais je crois que nous ressentons tous le besoin de participer à cette mission. C'est une famille qui tente véritablement de perpétuer certaines traditions et d'en initier d'autres. L'avenir nous dira ce qu'il en est.